Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à nos visioconférences dans le cadre de la pandémie Covid. Étienne Lemarié, je suis le directeur général adjoint de la CIDMEF et avec Yves Tremblay, président du conseil scientifique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame le professeur Chantal Rahérisson, qui est professeure de pneumologie à l'université de Bordeaux, qui est professeur de pneumologie et chef de service au CHU de Bordeaux, et que l'on connaît bien également comme étant la présidente en exercice de la Société de pneumologie de langue française depuis février 2020. Et Chantal est également présidente de la SPOI, c'est-à-dire la Société de pneumologie de l'océan Indien. Alors Chantal, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui et tu vas nous exposer, tu vas répondre à la question comment a réagi la Société de pneumologie de langue française, la SPLF, depuis le début de l'épidémie. C'est vrai qu'on est intéressé par cette question parce que les pneumologues sont en première ligne, pas tout seuls, mais avec les réanimateurs, avec tout le corps soignant, face à cette pandémie, et les pneumologues ont eu un rôle important. Souvent, on parle des infectiologues, on parle des réanimateurs, on parle peut-être moins des pneumologues. Or, notre auditoire est en partie pneumologique, et donc il est bon, je crois, de faire le point sur ce plan. Voilà, merci, et Chantal, tu as la parole. Merci beaucoup Étienne. Tout d'abord, je voulais te remercier, vous remercier, toi Étienne et puis Yves, pour cette invitation qui me touche beaucoup. Nous avons des relations d'amitié très fortes entre les différents organismes et donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous cet après-midi pour aborder avec vous de façon très, très simple et finalement un peu comme un journal de bord comment la SPLF a réagi depuis le début de cette épidémie, avec, vous le verrez, effectivement des aspects, je pense, intéressants, des aspects qui méritent discussion et probablement des aspects potentiellement aussi insuffisants, même s'il est probablement un petit peu tôt pour tirer tous les enseignements de cette crise, puisque, comme vous le savez, l'épidémie n'est malheureusement pas terminée. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors au tout début, quand cela a commencé, qu'il y a eu les premiers cas, de façon assez factuelle, moi qui venais de prendre finalement la présidence de la SPLF, j'ai tout de suite été mise dans le bain, si on peut dire, et nous avons vu arriver comme ça donc des sollicitations par les tutelles. Et notre première réaction au niveau de la SPLF, ça a été de se dire: «On va avoir des sollicitations, notamment par les médias, sur différentes questions concernant cette épidémie. Est-ce qu'il ne serait pas bon de mettre en place une cellule de veille commune?» Et donc nous avons écrit à nos collègues et malheureusement, nos collègues n'ont pas donné suite, et en particulier nos collègues les infectiologues ont estimé qu'ils étaient déjà organisés et qu'il n'y avait pas de nécessité d'organiser une cellule de veille commune. Alors ensuite, nous avons eu l'appel, nous avons su qu'il y avait des textes qui circulaient centralisés par nos collègues réanimateurs. Donc on a fait appel rapidement à des volontaires au sein de la SPLF. Tout le monde s'est rapidement mobilisé et vous savez qu'on a un groupe de travail qui est le GREPI, hein, qui est le groupe de recherche et d'enseignement en pathologie infectieuse, qui a décidé de faire une veille bibliographique sous l'égide de Philippe Fraisse, que vous connaissez, de Claire-André Jacques, de Xavier Blanc, Bernard Maître, avec donc une veille bibliographique régulière au jour le jour et également de façon originale une enquête en ligne de manière à savoir comment les services de pneumologie et les pneumologues s'organisaient et quelles difficultés pratiques ils avaient sur le terrain face à cette épidémie. On a donc démarré cette veille bibliographique et puis nous nous sommes dit que cette enquête qu'on avait mise en place en milieu pneumologique, ça aurait été bien de la faire bénéficier au plus grand nombre. Et nous avons donc là aussi proposé à nos collègues infectiologues de participer à cette enquête commune et malheureusement, ils ont décliné notre invitation.
Alors ensuite, nous avons écrit à la Direction générale de la santé pour s'étonner du fait que dans le cadre de l'organisation épidémique à l'échelle de la France, les pneumologues ne soient pas officiellement associés aux infectiologues pour pouvoir donner leur avis, contribuer à leur expertise dans ce contexte sans précédent, et nous n'avons pas eu de réponse. Donc, lorsque nous avons su que les réanimateurs organisaient un texte sur la prise en charge en réanimation des patients atteints d'infection, nous nous sommes nous sommes manifestés et là, nos collègues réanimateurs nous avaient oubliés. Ils avaient oublié les pneumologues, oubli qui a été finalement réparé après quelques rappels. Mais tout ça pour vous dresser quand même un petit peu le cadre et le décor. Vous avez probablement senti un petit peu tout ce qui s'est passé à travers probablement les médias, mais pour vous dire qu'au-delà des aspects purement scientifiques ou médicaux, il y avait et il y a, je pense, toujours une lutte d'influence ou de leadership, on pourrait dire en anglais, qui se joue sur la gestion de cette épidémie. Alors, ensuite, nous avons, grâce notamment à Claire André-Jacques, qui est présidente du GREPI, pu petit à petit être présent dans les différentes instances au niveau national, que ce soit du Haut Conseil de santé publique, du COREB, qui est donc un groupe de travail qui réfléchit sur tout ce qui est hygiène, tests biologiques, et cela nous a permis d'être présents pour pouvoir être informés et informer également, dans un second temps, les pneumologues. Rapidement, dès le 18 mars, on a sollicité les groupes de travail de la SPLF. Vous savez qu'il y en a 22. Le groupe notamment GAVO 2, géré par Jésus Gonzalez, centré sur l'oxygène, la ventilation, le GOLF, qui s'occupe du cancer, le groupe de travail sur l'asthme, le sommeil, la BPCO. Tous les groupes de travail se sont mis vraiment en ordre de marche pour faire des fiches pratiques, synthétiques, de manière à répondre à la préoccupation des pneumologues, qui était de se dire comment est-ce qu'on va faire maintenant pour gérer nos patients compte tenu de ce contexte épidémique, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est recommandé. On avait énormément de questions. Ces fiches pratiques, elles ont été très utiles puisqu'elles ont servi bien sûr aux pneumologues, on les a mis en accès libre sur le site de la SPLF, mais elles nous ont également permis de répondre à toutes les sollicitations qui ont fusé, et je pense que fusé est vraiment le terme, de la part des tutelles, que ce soit la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de la Santé ou la DGOS. Et comme vous le voyez ici, il a fallu répondre très rapidement, des fois en 24-48 heures, aux réponses rapides dans le cadre du Covid sur la prise en charge ambulatoire des patients atteints de maladies respiratoires chroniques sévères. Et on verra plus tard que c'était un élément très important parce que du coup, il fallait absolument que nos patients puissent se sentir quand même en relative sécurité et qu'on puisse donner un grand cadre d'exercice. On a également collaboré avec une plateforme qui est une plateforme qui s'appelle Advice Medica, qui est un forum de discussion où là aussi les pneumologues pouvaient remonter les questions pratiques qu'ils se posaient concernant la gestion des malades en pratique clinique. On est intervenu également sur le plan médiatique puisque, comme vous le savez, il y a eu très tôt des interrogations concernant les corticoïdes, en particulier les corticoïdes inhalés, puisque notre ministre de la Santé avait fait une alerte par tweet en mettant un peu sur le même plan les anti-inflammatoires non stéroïdiens dont on sait qu'ils font mauvais ménage avec les infections respiratoires et les corticoïdes de façon générale. Il y a eu un phénomène d'inquiétude très important à la fois de la part des patients asthmatiques ou BPCO et également des médecins traitants, enfin toute la communauté également médicale. Et il a fallu intervenir très vite pour pouvoir rassurer tout le monde, dire qu'il fallait que les patients asthmatiques ou BPCO continuent leur traitement, même s'il était vrai qu'à ce moment-là, nous n'avions pas beaucoup de données solides pour pouvoir se prononcer. Mais nous avons pris le pari avec les données de la littérature, le peu que nous avions, qu'il était important que les patients continuent leur traitement de fond. Alors, ensuite, grâce au GREPI, on a pu donc intégrer le conseil scientifique de Discovery, également le conseil scientifique de Reacting, qui est l'organisme qui gère la recherche dans le domaine du Covid à l'échelle nationale au niveau de l'INSERM. Et puis, petit à petit, on va dire que les choses se sont apaisées avec les collègues des autres sociétés savantes et on a été progressivement mis dans la boucle, sans oubli cette fois-ci, avec les différentes autres sociétés savantes pour répondre à des recommandations
recommandations, c'est un terme probablement un peu fort parce qu'on va dire des propositions communes concernant la prise en charge et les différents aspects de la prise en charge des patients infectés. Alors, on a été également confrontés, puisque vous le savez, comme moi, que les symptômes finalement de cette pathologie et de cette infection sont quand même peu spécifiques. Et donc la question, c'était comment est-ce que des patients qui vont, avoir besoin de contacter un professionnel de santé, vont pouvoir, collaborer et donner les bonnes informations, que ce soit vis-à-vis du SAMU, vis-à-vis d'un médecin traitant, de la consultation par téléphone, puisqu'il faut dire qu'il y a eu un développement très important de la téléconsultation. Et donc, nous avons mis au point avec plusieurs collègues dont le nom est marqué sur cette diapositive, un questionnaire qu'on a appelé Covid Quest pour aider les patients à répondre à un certain nombre de questions, à la fois sur les symptômes, mais également sur les comorbidités pour faciliter le dialogue avec les professionnels de santé. Donc, il y a eu à peu près 18 000 utilisateurs qui ont utilisé ce questionnaire. On l'a également traduit en anglais, on l'a diffusé et vous voyez que de façon intéressante, parmi cette population, 23% étaient fumeurs, 23% seulement avaient déjà été vaccinés contre la grippe, 8% étaient suivis pour une maladie respiratoire chronique et 9% avaient quand même été cas contact dans leur environnement. Et vous voyez que, pardon, excusez-moi, 30% d'entre eux étaient plus gênés pour respirer que d'habitude, donc quand ils remplissaient ce questionnaire sur l'essoufflement. Au travers des diffusions et de ce que nous avons réalisé, vous savez que la SPLF donc, a 2 revues, une revue en langue française qui est la revue des maladies respiratoires et une revue en langue anglaise qui est la Respiratory Medicine and Research. Et nous avons également donc traduit toutes les fiches qui étaient présentes en français, pratiques, de prise en charge faites par les groupes de travail. Nous les avons donc traduites en anglais et nous avons vu qu'il y avait eu un bon retour, énormément de collègues anglophones également s'étaient connectés pour pouvoir télécharger les fiches que l'on avait mises à disposition au niveau du site de notre revue anglaise. Dans les discussions et la notion de parcours de soins, vous savez qu'un des éléments importants durant cette crise, ça a été bien sûr le nombre de lits de réanimation, ça reste un enjeu très important, et également ce qui pouvait se passer après. Et donc, il y a eu des discussions très importantes avec le ministère de la Santé. Et là, il y a eu un groupe de travail que je veux vraiment remercier avec François Chabot, Jésus Gonzalez, Thomas Similowski, Claudio Rabec, qui ont travaillé, qui ont défendu notre discipline et notre spécialité pour faire en sorte qu'après un séjour en réanimation, pour les patients qui avaient été intubés, ventilés ou voire trachéotomisés, on puisse ensuite les orienter vers des unités de sevrage ventilatoire, puisque là, il a fallu aussi expliquer à nos tutelles que le sevrage ventilatoire faisait partie finalement du métier de pneumologue. Et donc, vous voyez ici sur ce graphique que la médecine pneumologique a été bien représentée, mais il a fallu expliquer finalement ce qu'on faisait depuis des années, des décennies, si je puis dire, pour remettre au centre le fait que ces patients, au sortir d'un séjour de réanimation, devaient passer par un service de spécialité pour avoir une évaluation respiratoire et bien sûr organiser la sortie. Tous ces aspects en lien avec les réanimateurs également nous a conduit à participer à des textes sur les aspects éthiques et stratégiques. Et vous savez que notamment la question notamment de l'abstention, de la limitation de soins a été évoquée dans la gestion des patients les plus fragiles ou très âgés. Et donc, ça nous a permis d'être dans la boucle de ces recommandations sous l'égide d'autres sociétés savantes, de la Haute Autorité de Santé également. Cela nous a permis également d'être présents pour toutes les réponses rapides concernant la continuité des soins des patients atteints de tuberculose. Et vous savez comment ceci a été préoccupant et ça reste encore préoccupant, puisque les CLAT en particulier sont les centres de lutte antituberculeuse en France sont quand même principalement pris en charge et dirigés par des pneumologues. Et donc là aussi, il a fallu expliquer à nos tutelles pourquoi c'était important de ne pas laisser ces patients sur le bord de la route dans ce contexte de pandémie.
Dans le contexte de la prise en charge de ces patients pour la suite, vous savez qu'un des éléments importants, c'est l'enjeu de la réhabilitation, de la réadaptation. Et donc, bien évidemment, en collaboration avec nos collègues de réadaptation, de médecine physique et de réadaptation, il a fallu là aussi se positionner et expliquer combien il était important que la réadaptation respiratoire soit prise en compte, au même titre que la réadaptation musculaire. On connaît tous malheureusement l'état nutritionnel ou l'état musculaire et psychologique des patients en sortie de réanimation pour ces patients-là, mais il a fallu également repositionner l'importance de la réadaptation respiratoire. Nous savons que c'est un enjeu très très important, à la fois pour les patients dans l'immédiat, mais également pour la discipline pneumologique. Et donc, nous avons également collaboré avec d'autres sociétés savantes, la Société française de tabacologie, de pharmacologie. Nous avons également répondu à une saisine de la Direction générale de la santé, puisque vous avez entendu à un moment donné cette question et la question posée qui était de savoir si les patients fumeurs étaient moins à risque de présenter une infection Covid suite à la publication de certains de nos collègues. Et derrière, il y avait une réelle inquiétude de la Direction générale de la santé de savoir est-ce que l'on pouvait utiliser des substituts nicotiniques chez les fumeurs hospitalisés quand ils avaient une infection liée au SARS-CoV-2. Donc, on a pu effectivement répondre à cette saisine. Et ensuite, grâce à des collègues vraiment extrêmement motivés, on a pu également être présent au niveau européen grâce à Claire André-Jacques, dans le cadre d'un groupe de travail européen pour la prise en charge et les échanges autour de l'infection Covid. Xavier Blanc, qui nous a représenté dans le cadre également des patients atteints de tuberculose qui ont eu une infection Covid. Et Claire André-Jacques qui nous a également représenté pour le groupe de l'ERS concernant les recommandations de prise en charge. Et on a participé à un certain nombre de webinaires internationaux pour pouvoir échanger et partager les pratiques. Alors, on a mis en place également des webinaires au niveau de la SPLF et je pense qu'un certain nombre d'organismes ont également développé ces modalités. On a développé ces webinaires après avoir fait une enquête auprès des pneumologues. Le 16 avril, on a envoyé un large questionnaire pour demander aux pneumologues ce qu'ils souhaitaient, quelles étaient leurs interrogations. Et c'est à partir des réponses à ce questionnaire qu'on a bâti le programme des webinaires qui continue encore de fonctionner. Donc, on a commencé par, vous voyez, ce premier webinaire sur l'émergence d'une nouvelle maladie chronique. Ces webinaires peuvent être revus en podcast et il y a énormément de personnes qui se reconnectent à distance pour les suivre. On a également associé bien évidemment l'espace francophone de pneumologie pour le partage des informations. Et puis, là encore, récemment, nous avons organisé un webinaire actualité, puisque depuis, les choses ont évolué sur l'anticoagulation, la place de la corticothérapie et également l'importance de la ventilation, puisque vous savez qu'au tout début, on a eu un peu de mal en tant que pneumologue à faire entendre la place des techniques non invasives dans la prise en charge de ces patients. Et puis finalement, au fil de l'eau, les réanimateurs ont eux-mêmes admis qu'il valait mieux avoir une technique non invasive et utiliser finalement les techniques que les pneumologues utilisent maintenant depuis des décennies. Et puis ensuite, toujours dans cette évolution et dans le cadre de la prise en charge, nous nous sommes dit que, et vous le savez, en tant que pneumologue, nous savons que les infections, même s'il s'agit d'infections aiguës, nous savons que dans la survenue de la vie respiratoire d'un patient, ceci peut avoir des conséquences. Et donc, assez tôt, nous nous sommes dit qu'il fallait probablement organiser et faire des propositions de prise en charge pour le suivi respiratoire de ces patients. Ceci était assez précoce, donc on a constitué un groupe de travail très large pour réaliser donc ce guide de suivi et ce guide de suivi a été adopté par le Haut Conseil de santé publique. Donc, au moment où on avait finalement décidé de faire ce guide, la situation était différente de la situation d'aujourd'hui. Vous savez que la situation en France au tout début de l'épidémie était très particulière puisque la capacité d'accès aux tests PCR était très limitée. On avait des patients qui étaient hospitalisés dans des états très graves et rapidement les réanimations ont été débordées. Vous voyez ici la carte de France la France était quasiment coupée en deux. Et puis on était en situation de confinement
et on pensait finalement, probablement assez naïvement, que la situation allait s'arrêter là, alors que si on regardait finalement les modélisations qui existaient à l'époque, qu'elles aient été faites par les collègues anglo-saxons ou l'Institut Pasteur, on voyait bien que dans le cas le plus défavorable, finalement, cela risquait de durer jusqu'à 10 mois après le début de l'épidémie. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui sont des chiffres actualisés. La situation en France, eh ben, elle est extrêmement compliquée puisque nous allons être confinés à partir de ce soir. Probablement que certains d'entre vous ont entendu le discours du président Macron. On a plus d'1 million de cas confirmés, 18% de taux de positivité, 15 000 nouvelles hospitalisations, des capacités en réanimation, en particulier en Île-de-France, mais pas que, qui sont quand même inquiétantes, avec déjà des salles d'unités de soins intensifs qui sont à nouveau transformées en secteur de réanimation. Un nombre de décès également qui reste important, 35 000 décès. Et donc, nous allons être confinés pour une période de 4 semaines. Et ensuite, on verra bien, mais probablement qu'il n'y aura pas de déconfinement rapide. Alors, la question du guide, elle est aussi venue de ce qu'on avait repris dans la littérature, et ça probablement des éléments que vous connaissez. C'est-à-dire que quand on regarde quand même les données très antérieures, très anciennes, qui ont été publiées par des collègues chinois dans le cadre de l'infection SARS en 2003, certes, il y avait peu de patients, mais les éléments montraient quand même que certains patients pouvaient encore avoir des séquelles au niveau scanographique, c'est ce que vous voyez sur cette diapositive, jusqu'à 7 ans après l'infection. Bien sûr, ils avaient eu d'emblée des formes sévères. Et sur le plan fonctionnel également, une majorité d'entre eux gardaient une atteinte fonctionnelle, que ce soit sur le plan des échanges gazeux avec l'altération de la TLCO ou encore un syndrome restrictif. Donc, on avait une vraie préoccupation de se dire, finalement, il y a beaucoup de patients dans la nature, il y a ceux qui ont été hospitalisés, qui probablement, on l'espère, vont être suivis, et puis il y a les autres qui ont été suivis finalement à domicile. Que vont-ils devenir? Donc, des premiers éléments de réponse un peu précoces par nos collègues de Bichat, Justine Frija en premier auteur, qui ont regardé les caractéristiques fonctionnelles des patients 30 jours après et qui ont montré que 30 jours après, on avait à peu près la moitié des patients qui avaient une altération fonctionnelle, soit un syndrome restrictif, soit une restriction avec une altération de la TLCO ou encore simplement une altération isolée de la TLCO. Donc, on avait quand même des raisons de penser qu'il fallait probablement suivre ces patients, mais comment les suivre, sous quelle modalité? Et ensuite, l'autre question, le corollaire de ça, c'est on suit les patients, mais pour leur proposer quelle prise en charge? Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Tout en sachant qu'on était à ce moment-là dans un contexte où déjà on n'avait pas de traitement pour la phase aiguë, donc y compris si on suit les patients, qu'est-ce qu'on pouvait leur proposer? Et rapidement, eh ben, on est revenu aux fondamentaux, hein, que vous connaissez, c'est-à-dire la place de la réhabilitation pulmonaire. Et à titre d'exemple, ici, je vous ai juste mis un exemple, mais il y en a d'autres. Une petite étude, hein, de patients qui ont été atteints par une forme sévère liée au virus H1N1, qui ont eu 2 mois de réhabilitation et qui ont récupéré d'un point de vue fonctionnel à 6 mois. Donc l'idée rapidement s'est dite que si on doit suivre ces patients, c'est à quel moment est-ce on positionne la place de la réhabilitation respiratoire pour les patients qui auraient des symptômes encore persistants. Alors, pour étayer cela, moi je voulais partager avec vous, parce que vous savez que, moi j'exerce en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et c'est vrai qu'on a été, jusqu'à maintenant une région relativement épargnée. Malheureusement, les choses sont en train de changer, et y compris dans une région, comme la nôtre, où on avait un taux d'incidence, au mois de mars qui était relativement faible. On a vu apparaître des patients à la consultation qui ont appelé d'eux-mêmes en disant: «Écoutez, voilà», et c'est ce que je voulais partager avec vous, ce patient que j'ai vu, un des premiers patients que j'ai commencé à voir en consultation, 58 ans, un infirmier non fumeur, pas de comorbidité, aucun traitement. Il a été contaminé dans le cadre de son exercice professionnel, puisqu'il avait été en contact avec un patient qui avait une pneumonie. Le patient n'avait pas de masque et lui n'en avait pas non plus. Et quelques jours après, il a développé des symptômes avec une fièvre, de la toux. Il a été testé avec une PCR positive et donc il a été isolé à la maison. Avec donc la prise de paracétamol, d'un traitement symptomatique.
Il raconte que très vite, il s'est senti fatigué et c'est ce qui a motivé son appel au service de secours. Et après avoir insisté, finalement, il a pu être transporté rapidement à l'hôpital par le SAMU. Il est arrivé dans un état de détresse respiratoire, mis sous oxygénothérapie, 4 litres par minute. Il a été en soins intensifs pendant 2 jours. Vous voyez ici son scanner avec les images vraiment de réticulation bilatérale. Et il a été traité par hydroxychloroquine. Il était donc à l'hôpital en réanimation. Il a eu une évolution relativement favorable. Vous voyez qu'il a pu sortir à domicile, mais il est sorti à domicile sous oxygène, 2 litres par minute, sans rendez-vous de suivi, parce qu'effectivement, la situation était un peu compliquée. Et comme il se trouve que je suivais son épouse pour une autre pathologie respiratoire, il s'est manifesté en se disant, voilà, moi je suis sorti avec de l'oxygène à la maison, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour la suite, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc, il a consulté parce qu'il était encore essoufflé, il avait encore des crépitants, il était dyspnéique, une grande fatigue. Et vous voyez ici son scanner avec une nette amélioration, mais il y avait encore des petites lésions de réticulation et des bronchectasies de traction. Sur le plan fonctionnel respiratoire, il y avait quand même une diminution de sa capacité pulmonaire totale et de sa TLCO. Vous voyez que la capacité pulmonaire totale était à 74%, une TLCO à 69%. Et c'est un patient qui avait également des signes de stress post-traumatique. Il a vraiment été traumatisé par ce qui lui est arrivé, avec un déficit musculaire. Et donc, il a été pris en charge en réhabilitation respiratoire et musculaire. Et il a pu bien évidemment récupérer. Et je l'ai revu plusieurs mois après avec une nette récupération clinique, fonctionnelle de son état respiratoire. Alors, quand on a décidé de faire ce guide, la première question, on s'est dit, les médecins qui sont en première ligne aussi, ce sont les médecins généralistes, les médecins de soins primaires. Beaucoup d'entre eux ont acheté des saturomètres, mais finalement, qu'est-ce qu'on pouvait leur donner comme élément, comme outil pour savoir qui adresser au pneumologue? Donc, on s'est dit d'abord qu'il fallait qu'on les aide à évaluer la dyspnée. C'est vrai que l'échelle de MMRC, c'est une échelle pneumologique. Donc, on a suggéré d'utiliser une échelle visuelle analogique pour évaluer la dyspnée, comme pour la douleur. Et on leur a donné des paramètres simples, interroger sur la dyspnée persistante après 1 mois. S'il y avait une limitation des activités ou une dyspnée persistante, on leur recommandait d'adresser le patient auprès du pneumologue. S'il n'y avait pas de dyspnée, mais qu'il y avait une évaluation de la saturation avec une saturation en oxygène inférieure à 96% en air ambiant, là aussi, on conseillait d'adresser le patient à un pneumologue. Ensuite, il a fallu également répondre à la question de tous nos collègues qui vraiment nous interrogeaient en disant « mais on va suivre ces patients, mais qu'est-ce qu'on doit leur faire comme bilan minimal ?» Et donc là, de façon consensuelle, on a recommandé l'évaluation de la dyspnée au minimum par le questionnaire MMRC, mais également par l'évolution de la dyspnée, en demandant au patient finalement quel était son degré de dyspnée avant l'infection liée au SARS-CoV-2 et quelle était l'évaluation de la dyspnée maintenant, après avoir eu l'infection. L'évaluation de la mécanique ventilatoire, ce sont des choses que vous connaissez. Et puis, dans l'idéal, bien sûr, évaluer la capacité de diffusion au monoxyde de carbone et le test d'exercice, le test de marche de 6 minutes, en sachant que ce test de marche, parfois, est difficile à réaliser en contexte libéral. Et en fonction du contexte clinique ou fonctionnel, on a effectivement recommandé le fait de faire des gaz du sang en air ambiant. Alors, ce qu'on a proposé, c'est vraiment des propositions parce que c'est susceptible d'évoluer bien évidemment, mais on a essayé d'être pragmatique. On a individualisé finalement 4 situations qui se résument en 3. Tout d'abord, les patients qui ont été traités à domicile par le médecin traitant et qui sont adressés secondairement au pneumologue parce qu'il y a un problème d'essoufflement. La deuxième circonstance où les patients consultent aux urgences parce qu'il y a eu un diagnostic de pneumonie et par PCR ou par scanner, mais les patients n'ont pas été hospitalisés, ils ont été renvoyés à la maison. Et ensuite, la troisième situation où les patients ont été hospitalisés, soit en secteur conventionnel, soit en unité de soins intensifs ou de réanimation. Pour le premier cas, pour les patients traités à domicile et adressés secondairement au pneumologue pour dyspnée, on a, voyez, recommandé finalement l'évaluation de la dyspnée dont je vous parlais tout à l'heure, avec vraiment cette
notion comparative en utilisant l'échelle visuelle analogique qui est couramment utilisée pour la douleur, l'évaluation fonctionnelle respiratoire que l'on connaît. Et là, on a préféré dire que l'évaluation radiologique, elle était laissée à l'appréciation du pneumologue selon les résultats de l'EFR. Et par contre, si le scanner thoracique précédent, s'il y en avait eu un et qu'il y avait des anomalies, dans ce cas-là, on pouvait en refaire un, mais on n'a pas estimé que le scanner thoracique devait être systématique. Dans le deuxième cas de figure, où les patients consultaient aux urgences, où avait été fait le diagnostic et ils n'avaient pas été hospitalisés, on a finalement individualisé 3 situations. Soit le patient n'a pas de symptômes et le scanner thoracique est normal. Dans ce cas-là, l'évaluation respiratoire est vraiment laissée à l'appréciation du pneumologue. Alors cette situation, elle est quand même assez fréquente parce que, comme vous le savez, on a quand même eu des patients aussi qui étaient très angoissés, très inquiets, et donc certains ont consulté d'eux-mêmes pour savoir s'il fallait un suivi. Deuxième cas de figure, des patients qui n'avaient plus de symptômes, mais qui gardaient des anomalies au scanner qui occupaient plus de 5% du parenchyme pulmonaire. On a recommandé des EFR, un scanner thoracique en coupe millimétrique sans injection et un suivi entre 3 et 4 mois pour rester relativement souple par rapport aussi à l'organisation des soins et à la capacité d'accueil des pneumologues. Et s'il y avait des symptômes qui persistaient, dans ce cas-là, de faire un bilan à 3 mois avec des EFR, un scanner. Dans le dernier cas de figure où les patients avaient été hospitalisés, que ce soit en secteur conventionnel ou en milieu de réanimation ou en soins intensifs, on a recommandé là aussi, d'une part, une évaluation systématique 4 à 6 semaines après la sortie et une évaluation à 3 mois, puisqu'on se disait que c'était des patients quand même qu'il fallait revoir dans pas trop longtemps. Avec, donc, vous voyez à gauche de la diapositive ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'évaluation de la dyspnée, la mesure fonctionnelle, le test de marche, le scanner thoracique, et puis également la réalisation de gaz du sang. Compte tenu des problèmes thromboemboliques qui sont quand même assez spécifiques liés à ce virus, ne pas hésiter à faire une évaluation cardiaque et une évaluation également des conséquences thromboemboliques, et également le testing musculaire, l'évaluation des comorbidités et également l'évaluation ORL, en particulier si les patients avaient été trachéotomisés ou intubés ventilés. Et donc, au regard du nombre de patients atteints, parce que, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on se disait que potentiellement, les patients qui avaient été hospitalisés, ceux-là, ils seraient suivis, mais vous avez vu que compte tenu du fait que le système de soins a quand même été dépassé, ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu mettre des priorités et ce qu'on a dit, c'est que les patients qui devaient être reçus en priorité par les pneumologues devaient être les patients qui avaient eu une pneumonie sévère, c'est-à-dire qui avaient été oxygéno-requérants, les patients qui gardaient une dyspnée persistante, qui avaient des comorbidités respiratoires ou une dénutrition persistante au-delà de 3 mois. Et ce que l'on a fait pour essayer d'aider le pneumologue dans la pratique quotidienne, c'est de dire qu'en fonction des résultats du scanner, il était bien que ces dossiers soient discutés dans la mesure du possible, comme dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires autour des pathologies infiltrantes diffuses, potentiellement avec des collègues spécialisés en hypertension pulmonaire, de manière à pouvoir aussi clarifier et ne pas donner des prises en charge qui soient isolées, en particulier sur des traitements, la corticothérapie, des traitements antifibrosants, etc., etc. Et bien évidemment, considérer les séquelles thromboemboliques et endocriniennes. Donc ça a été un volet important de ce guide et pour le suivi. Et actuellement, on est en train de terminer un guide sur la prise en charge thérapeutique quand on constate des séquelles qui devraient sortir incessamment sous peu. Le deuxième aspect aussi, un autre aspect qu'on a mis en place, ça a été de se dire dans ce contexte de patients, et comme le disait Étienne tout à l'heure, bien sûr, en introduction, c'est une maladie infectieuse, mais c'est aussi d'abord une maladie respiratoire. On s'est dit qu'il fallait qu'on s'organise, nous, au sein de la discipline, pour suivre ces patients. Et donc, on a mis en place une métacohorte qu'on a appelée la métacohorte pneumo-Covid, avec l'aide de Claire André-Jacques. Rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette en ordre de marche avec toutes les composantes de la pneumologie pour suivre ces patients de manière à ce qu'on puisse, nous aussi, en tirer les enseignements, parce qu'on était déjà convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une maladie infectieuse simplement aiguë,
que potentiellement on avait probablement l'émergence d'une nouvelle maladie respiratoire chronique et que donc il y aurait potentiellement des séquelles qu'il faudrait analyser. Vous le savez comme moi, en tant que pneumologue, on a l'habitude, et c'est ce qu'on explique aux tutelles, de détecter et de suivre les séquelles de tout un tas d'infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, sur l'appareil respiratoire. Donc, l'objectif du projet, c'était de répondre à la question: quel est le pronostic respiratoire des patients infectés? De déduire tout ce qu'on avait pu apprendre des épidémies précédentes publiées dans la littérature, mais il y a peu de données sur le SARS-CoV ou le MERS-CoV. Est-ce qu'il y a des anomalies de la TLCO? Est-ce que ce sont des lésions fibrosantes? Est-ce qu'il y a un syndrome restrictif, des atteintes musculaires? Et est-ce que vraiment il ne s'agit pas maintenant d'une entrée dans une nouvelle maladie chronique respiratoire? Donc l'objectif principal, c'était d'évaluer le devenir des patients qui ont eu une infection liée à ce virus, que l'infection était sévère ou non, ça a été une grosse discussion, et qu'il y ait eu ou pas nécessité d'une hospitalisation. Et ensuite, on a passé en revue, bien sûr, tout un tas d'objectifs secondaires qui nous apparaissaient importants. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais parmi les objectifs secondaires, c'était également d'évaluer le rôle des comorbidités respiratoires. Vous savez combien la notion de comorbidité respiratoire a fait couler beaucoup d'encre dans le domaine de la littérature scientifique, où voilà, on a entendu certains de nos collègues dire que finalement, les patients qui avaient des pathologies respiratoires étaient probablement peu à risque. Donc voilà, pour nous, l'idée était vraiment d'avoir des objectifs secondaires qui permettent de répondre à des questions pour lesquelles on n'a aujourd'hui pas tout à fait les réponses. L'objectif également était de voir si on pouvait avoir une évaluation de l'impact de la réhabilitation respiratoire, des traitements du post-Covid dans le devenir des patients, et puis également de voir le retentissement sur le plan de l'activité professionnelle, psychologique et sociale. Donc, la population éligible, c'est tout patient vu en consultation par un pneumologue, que ce soit dans le cadre d'une réévaluation respiratoire ou dans le cadre de persistance de symptômes respiratoires. On a mis donc des critères d'inclusion, des critères également de non-inclusion. Donc là, on a beaucoup discuté, mais on s'est dit qu'il était important d'avoir quand même des patients dont on était sûr qu'ils avaient eu l'infection prouvée, même si on perd probablement de l'information à exclure les autres patients, mais ça a été une longue discussion. Et le critère de jugement principal, c'est la présence de séquelles respiratoires entre le 5e et le 7e mois, définies soit par une altération de la capacité vitale forcée, soit par une altération de la TLCO, soit par une désaturation au test de marche de 6 minutes. Et on a prévu une relecture centralisée des scanners pour confirmer le diagnostic. Donc, le schéma de la recherche, c'est une cohorte en vraie vie et avec les outils que je vous ai montrés dans le cadre du guide pratique que l'on a publié, avec un suivi proposé de 1 an. Et puis ensuite, on verra si on a un financement suffisant. Il n'est pas exclu qu'on décide de prolonger le suivi au-delà, compte tenu quand même de toutes les questions qui se posent sur l'évolution et le pronostic fonctionnel de ces patients. Alors, un des aspects également de cette métacohorte, c'est qu'on a vraiment voulu que toutes les composantes de la pneumologie soient représentées. Bien sûr, la SPLF avec ses différents groupes de travail, on a eu l'initiative pour donner l'impulsion de cette cohorte, mais également inclure les collègues des hôpitaux généraux, les collègues libéraux, notre collège national professionnel et bien évidemment le collège des enseignants de pneumologie, de manière à avoir tous les patients qui pourraient rentrer dans cette cohorte selon les différents modes d'entrée que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, le mode de fonctionnement, c'est bien sûr d'avoir un ICRF pour que les personnes puissent saisir directement les données ou remplir un questionnaire papier, mais c'est également avoir un principe assez original de méta-analyse, c'est-à-dire que si on a des cohortes qui ont été individualisées, elles pourront s'agréger pour qu'on puisse pooler les données et finalement être plus forts tous ensemble pour avoir une meilleure évaluation de ce qu'on souhaite mesurer. Bien évidemment, chaque centre est propriétaire de ces données et cela peut permettre aussi au centre d'adhérer à cette métacohorte en se disant que du coup, on pourra leur renvoyer leurs propres données pour qu'ils puissent valoriser finalement l'inclusion de leur patientèle. La gouvernance de la cohorte, on a donc fait un comité de pilotage qui reprend toutes les instances de la pneumologie et un conseil scientifique très large, plus d'une vingtaine de personnes qui représentent également les différents groupes de travail, les instances de la pneumologie et les pneumologues qui ont travaillé dans les régions les plus touchées au début de l'épidémie notamment.
En conclusion, vous voyez que la SPLF, voilà, on a essayé de faire du mieux qu'on a pu dans ce contexte extrêmement compliqué, qui était à la fois de répondre aux demandes des tutelles, d'être présent, de répondre aux questions bien évidemment très pratiques des collègues, mais également de se dire qu'il fallait qu'on mette en place des guides de pratique, de mettre en place un projet de recherche en s'autofinançant, pour pouvoir répondre à une question posée. Et cette méta-cohorte pneumo-Covid, c'est la seule qui est respiratoire et qui existe au sein de ce consortium Reacting, puisqu'il y a tout un tas d'autres projets faits par d'autres collègues qui ne sont pas des pneumologues, mais qui vont parler de la fatigue, de l'infection, mais pas du pronostic respiratoire. Donc, il s'agit d'une pandémie sans précédent qui malheureusement n'est pas terminée, vous le savez. Une grande proportion de patients a été traitée à domicile et on a considéré que ces patients, ils avaient eu des formes asymptomatiques ou légères, mais vous savez comme moi combien c'est compliqué et comment ces patients ont été triés, donc c'est important d'avoir une idée de leur suivi. Il y a également une grande proportion de patients qui sont sortis d'hospitalisation, qui n'ont pas eu de suivi, y compris avec une oxygénothérapie. Et la prévalence des complications respiratoires pour les formes légères, elle est inconnue. Et donc, nous, on a une réelle inquiétude sur le fait que probablement il s'agisse d'une nouvelle maladie pulmonaire chronique émergente. En tout cas, on essaye de sensibiliser les pouvoirs publics sur cette question-là. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait entendu, mais on ne se décourage pas en leur expliquant qu'il va falloir s'installer dans la durée. C'est ce qu'on voit maintenant sur le thème infection, mais également sur le pronostic respiratoire après. Et donc, comme je vous le disais, on est en train d'élaborer un guide sur la prise en charge thérapeutique des séquelles respiratoires pour aider les pneumologues qui vont suivre et qui suivent déjà ces patients à prendre les bonnes décisions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis maintenant, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Eh bien, merci beaucoup, Chantal. Vous m'entendez? Oui. Écoute, tu nous as fait un panorama extrêmement complet et tout à fait intéressant. Il y a déjà des questions, mais si tu veux bien, je voudrais en poser une concernant cette métacohorte pneumo-Covid. L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de suivre ces patients, hospitalisés ou non, et essayer d'identifier les séquelles. Alors, ma question est la suivante. Je pose le problème à l'envers. J'ai affaire en consultation à un patient qui a des images pulmonaires ou une dyspnée, et je m'interroge sur le fait qu'il a peut-être fait une infection Covid, passé inaperçue, n'a pas été testé, etc. Cette infection, il a une grippette, comme on dit, ou autre chose. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce patient a peut-être des séquelles Covid? Alors, je pense qu'effectivement, tout d'abord, effectivement, le contexte, et ça, c'est une question vraiment qui est très importante parce que s'il a eu des signes infectieux pendant, ou pas d'ailleurs, pendant la période épidémique, maintenant avec les lésions finalement scanographiques, l'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter de ces dossiers en rayon de concertation pluridisciplinaire, finalement, comme on le fait pour les pneumopathies infiltrantes diffuses, de manière à pouvoir finalement suivre ces patients et pour se faire notre propre opinion, puisque, comme tu le dis très justement, il nous arrive effectivement de détecter des séquelles d'autres infections sur le plan scanographique, et on se demande toujours est-ce que le patient n'a pas fait une rougeole, une coqueluche, une tuberculose ancienne, et ça risque probablement d'être la même chose pour les infections liées à la Covid-19. Mais pour l'instant, pour compléter ma question, pour l'instant, est-ce qu'il y a des images? Du point de vue fonctionnel, on a bien compris que dans un tiers des cas, il y a des anomalies, mais enfin tout au moins dans la série de Bichat. Mais est-ce qu'il y a des anomalies tomodensitométriques qui évoquent particulièrement des séquelles Covid? Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est bien pour ça que c'est important de pouvoir colliger ces dossiers pour qu'on puisse justement apporter finalement notre connaissance. Voilà. D'accord. Yves. Oui, je pourrais peut-être reprendre une question qui a été mentionnée, puis peut-être y joindre un commentaire aussi. Est-ce que à la SPLF, est-ce que les patients COVID en France ont des caractéristiques de maladies qui sont
différentes ou qui les différencient de d'autres patients COVID? Et je pose la question parce que, est-ce que dans votre réflexion pour élaborer vos guides, vous avez eu des contacts avec d'autres sociétés de pneumologie, notamment l'ERS, par exemple, ou l'ATS aux États-Unis, ou même la Société de Thoraco ici au Canada? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu ce genre de, à tout le moins, de Non, réflexion-là? Non, non, non. C'est vrai qu'on a démarré très vite en se disant, puisque effectivement, on est dans un contexte un peu pressé, en se disant, voilà, on va effectivement se positionner pour avoir un guide pratique. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a élaboré, on a été contacté par d'autres collègues, notamment au niveau de l'ERS, qui étaient intéressés par le guide, en disant, bah, finalement, il faudrait probablement élargir cette impulsion que vous avez eue au niveau français. Tout à fait. Par contre, on serait ravis d'avoir une interface avec les collègues canadiens. Voilà, ça serait vraiment très bien. Au niveau de l'ATS, on a des collègues français qui ont été inclus dans un groupe de travail, mais c'était plus pour se positionner autour de l'infection sur qu'est-ce qu'il fallait faire en contexte aigu et pas par rapport au suivi. Donc là, on n'a pas, voilà, c'était vraiment deux questions différentes. OK. Une question qui est peut-être une question naïve, là, mais en fait, je vais quand même la poser. Elle vient de moi, en toute naïveté. Et bon, j'ai vu que dans vos patients, il y a un certain patient qui a été traité avec de l'hydroxychloroquine. Oui. Est-ce que la SPLF a une position officielle concernant l'hydroxychloroquine ou elle n'en a pas? Non, pour répondre officiellement, non. On n'a pas eu de position officielle sur l'hydroxychloroquine. On a préféré vraiment rester dans le cadre des recommandations du Haut Conseil de santé publique auquel on a participé, en se disant, voilà, il y a des niveaux de preuve, il faut attendre le résultat des essais, même si certains ont été décevants. Voilà. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait quand même un écart important entre les recommandations officielles telles que dictées par le Haut Conseil de santé publique et après la pratique médicale, où on s'est rendu compte que finalement, dans bon nombre de cas, comme ce qui a été publié par les collègues chinois, les patients ont reçu, en tout cas au tout début, lors de la première vague, une partie non négligeable de patients ont reçu de l'hydroxychloroquine, en tout cas en milieu hospitalier, et également de la corticothérapie générale, alors qu'à ce moment-là, on n'avait finalement pas de résultats des études en cours. OK. Étienne? J'imagine que dans votre cohorte pneumo-Covid, vous allez également essayer de comptabiliser les séquelles d'embolie pulmonaire, puisqu'on est au stade du suivi. Alors d'abord, est-ce qu'on a un chiffre du taux d'embolie pulmonaire en France chez les patients hospitalisés? Actuellement, un chiffre au niveau national, je n'ai pas vu. On a plutôt des chiffres en fonction qui sont publiés dans certains centres en fonction de leur expérience. Et a priori, ce qui est plutôt dit, c'est que parmi les patients qui ont été hospitalisés avec des formes graves, la proportion d'embolie pulmonaire, elle peut varier, elle peut atteindre jusqu'à 20%. Voilà. On a des chiffres, mais qui sont vraiment en fonction des centres. Je n'ai pas vu de publication exhaustive pour avoir un taux au niveau de la France. Parce qu'il y a aussi des séquelles d'embolie pulmonaire. Tout à fait, bien évidemment. Bien sûr. Oui. Je peux peut-être, en fait, pas poser une question, mais émettre un commentaire. Au tout début de votre présentation, ça ne m'a pas frappé, mais vous l'avez relevé, c'est-à-dire la difficulté de collaborer avec d'autres sociétés savantes. Bon, par la suite, la situation s'est un peu améliorée. Ma question, c'est celle-ci. En fait, je pense que chaque société savante tient à avoir le haut du pavé, tient à être peut-être la référence numéro 1, etc. Mais est-ce que vous pensez que le COVID peut avoir aidé à structurer des partenariats entre sociétés? Parce que,
bon, un patient, c'est pas seulement la pneumo, vous l'avez dit, hein, c'est la pneumo, c'est une infection, c'est la psychologie, c'est tout. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous pensez que le COVID peut avoir été un instrument, un des bons côtés du COVID, de sensibiliser les sociétés au partenariat, c'est une question je sais pas. difficile. C'est une question difficile que tu poses, Yves. Je le souhaite, mais malheureusement, je pense que, c'est trop tôt pour y répondre. Je pense qu'il y a en pratique, je pense que dans les différents centres et vraiment en enquêtant et en interrogeant tous mes collègues au niveau national, ça a été quand même assez compliqué au départ dans les différents hôpitaux, ne serait-ce que pour les pneumologues d'intégrer parfois des cellules de crise pour dire les choses comme elles sont. Ensuite, dans les endroits où les gens ont été intelligents, dans la majeure partie des gens, ça s'est fait, parce qu'effectivement, quand les patients sont là, il faut s'en occuper. Et je crois qu'effectivement, heureusement, que les choses se sont faites comme ça. Et maintenant, on est sollicité pour aider les collègues non pneumologues à prescrire de l'oxygène à la sortie, puisque forcément, il faut que les patients sortent vite de l'hôpital, etc. Au niveau des sociétés savantes, pour l'instant, je le regrette. J'espère que si on arrive à faire peut-être une revue, comme on dit, morbi-mortalité de cette crise dans un contexte apaisé, à distance, avec une notion de bienveillance et de neutralité. Peut-être il faudra s'entourer probablement de personnes comme vous. Moi j'y crois, je pense que, alors je ne sais pas, est-ce que ça doit être fait sous l'égide de l'OMS, est-ce que ça doit être fait, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra tirer les enseignements de cette crise. Probablement qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt parce que nous sommes dans la période aiguë et que tout le monde a les mains dans le cambouis et que le débat est éminemment passionné. Et c'est exactement ce que tu décris, mais moi, je le souhaite, je l'appelle en tout cas de mes voeux. Je pense que dans une situation que l'on a connue et qu'on connaît encore, ça serait important en tout cas que les médecins que nous sommes, on puisse à un moment donné vraiment faire une analyse à la fois critique, à la fois de ce qui a marché, parce qu'il y a des choses qui ont bien marché. On a des collègues qui ont fait vraiment, en dehors de la générosité, et qui ont fait vraiment énormément de choses, qui ont fait preuve d'ingéniosité, hein, parce qu'on s'est retrouvé quand même dans des situations extrêmement compliquées. Mais de l'autre côté, il y a eu également des enseignements plutôt négatifs, et je pense qu'à distance, il faudra, je pense, tirer les enseignements pour qu'on en ressente plus fort pour la suite, parce qu'on se dit que d'autres épidémies et d'autres crises, il y en aura d'autres, et il faut qu'on puisse apprendre tous de ce qui s'est passé. Donc, pour terminer, avant de repasser la parole à Étienne, vous n'êtes pas obligé de répondre, remarquez bien, non, mais quel aurait été le plus grand enseignement que la SPLF a tiré de cet épisode COVID-là? Bon, ça peut changer, mais mettons, ouais. si on regarde aujourd'hui, là. Le plus grand enseignement, alors il y en a énormément. Je pense qu'on a eu une capacité quand même d'adaptation et de réaction qui a été extrêmement rapide. Moi, j'ai trouvé des collègues extrêmement motivés, c'est-à-dire à la fois très pris sur le plan du soin et vraiment très volontaires pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations qu'on avait. Et donc ça a été formidable et ça reste encore formidable. Et finalement, quand on analyse cette crise aussi, on se dit, mais ce que beaucoup de nos collègues non pneumologues découvrent, c'est ni plus ni moins que notre spécialité, notre travail, finalement, quand on regarde les corticoïdes dans le poumon, la ventilation non invasive, l'oxygène à haut débit. Finalement, ce sont des choses que nous faisons depuis des décennies. Voilà. Et donc, il y a aussi cet enseignement-là, d'une part, et c'est ce qu'on explique aux tutelles. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Quand on a été interrogé pour savoir ce qu'on pensait des corticoïdes dans le poumon, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quand même que nous avions cette expérience depuis très longtemps pour toutes les maladies inflammatoires pulmonaires, également les manifestations inflammatoires post-infectieuses, les pneumonies organisées, et que ce sont des choses qu'on savait faire. Voilà. Étienne? Oui, si tu permets, Chantal, j'avais peut-être deux commentaires à faire. C'est plus des commentaires que des questions, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Le premier, c'est que tu as parlé de la ventilation non invasive et tu as parlé des relations entre les sociétés. La ventilation non invasive en pneumologie, on connaît depuis un certain temps et on a vraiment découvert
ou redécouvert la ventilation non invasive à l'occasion de cette épidémie Covid. Si la mortalité a diminué de 50%, c'est en grande partie du fait qu'on a compris qu'on pouvait traiter ces patients en détresse respiratoire aiguë par ventilation non invasive. Autrement dit, on évitait de les intuber. Or, les pneumologues ont une antériorité extrêmement importante. Les pneumologues, à la limite des réanimateurs, je pense à Jésus Gonzalez ou à Alexandre Demoule, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui sont à cheval entre les deux disciplines. Et je trouve que les pneumologues devraient insister sur leur rôle et leur connaissance de cette ventilation invasive. Ça me paraît important. Parce qu'on parle toujours, les réanimateurs font de la ventilation invasive. C'est vrai, bien sûr. Il n'y a pas que les réanimateurs. Tu es d'accord là-dessus ? Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que ça aussi, ça a été une prise de conscience, c'est-à-dire que il faut absolument, et ça a permis aussi de le montrer, mais il faut qu'on continue d'appuyer sur l'accélérateur, si je puis dire, qui est vraiment de mettre en exergue les compétences du pneumologue. Qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qui fait partie de notre discipline? Et effectivement, la ventilation non invasive, le monitorage non invasif de l'insuffisance respiratoire, c'est effectivement du domaine du pneumologue. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on explique à l'heure actuelle sans relâche à nos tutelles. Hein. Et d'ailleurs, les réanimateurs qui au départ, effectivement, avaient plutôt s'était plutôt prononcé contre la ventilation non invasive parce qu'il craignait effectivement que ça retarde l'accès à la réanimation pour les patients les plus graves. Finalement, maintenant, sont les premiers à dire, bah oui, effectivement, il vaut mieux faire du non invasif. Il faut éviter d'intuber ces patients, bien évidemment. Oui, bien sûr. Il se passe le même phénomène qu'il s'est passé avec les décompensations respiratoires il y a quelques années, où les Anglais nous ont dit, mais vous n'avez pas besoin d'intuber les patients. Je me souviens, c'était il y a 10 ou 15 ans de cette affaire-là. Tout à fait. Et puis l'autre chose, c'est plus un commentaire au niveau de la CIDMEF ou du Conseil scientifique. Actuellement, on réfléchit sur, précisément, enfin on essaie d'avoir une vue un peu plus large, puisque tu sais, la CIDMEF, c'est 150 facultés de médecine, on a des visions on a le droit d'avoir des visions un peu plus larges. Et la première question qu'on s'est posée, c'est, enfin plutôt la réflexion qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites, mais on ne savait pas très bien de quoi on parlait. C'est-à-dire que les mots n'étaient pas définis. Les mots essentiels, qu'est-ce que la santé, on s'adresse à la société, c'est une pandémie, quel est le sens des mots dans un contexte qu'on n'arrivait pas à maîtriser parce que c'est une pandémie, il n'en arrive pas tous les jours, Dieu merci. La deuxième question, c'est dit, mais quels sont les points sur lesquels on peut agir? Alors, à partir de là, les points qu'on a ressortis, c'est la communication. Et j'entendais Gilles Bloch, qui est le directeur de l'INSERM, dire récemment, la communication, on a été mauvais. C'est vrai que l'INSERM, on ne les a pas beaucoup entendus. Mais c'est parce qu'on n'apprend pas à faire de la communication. On est amené à en faire, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on a franchement les outils. On s'est posé cette question. Et le deuxième point, c'est l'éthique. Tu en parlais il y a un instant. Il y a toute une série de questions éthiques qui se sont posées. Qu'est-ce qu'on fait avec les EHPAD? On les isole, on les isole pas? Quels patients on prend en charge? Et pas simplement le fait, est-ce qu'on hospitalise ou pas en réanimation? Est-ce qu'on fait du tri? La question ne se pose pas comme ça, on le sait bien quand on s'occupe des malades. Donc il y a des questions éthiques. Et on a mis en place un groupe de réflexion éthique sur ce sujet, et ça me paraît important. Et puis le troisième point, c'est l'engagement des patients. Et on a eu une conférence récemment de Joyce Dogba qui nous a beaucoup parlé de l'engagement des patients, et ça paraît essentiel. Ça fait un bout de temps qu'on en parle de l'engagement des patients. Mais là, peut-être plus que jamais, on se rend compte que non seulement c'est nous, on a un rôle en tant que spécialiste, en tant que médecin, en tant que spécialiste, mais il faut l'engagement des patients, car il y a des questions de fond qui se posent. Et voilà, donc ce sont les 3 points sur lesquels on veut travailler. Oui. Ça me paraît effectivement essentiel et je te rejoins sur vraiment l'engagement des patients. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est important de pouvoir effectivement associer les patients. Et je pense que c'est
probablement, alors c'est peut-être à l'épreuve du feu de cette période que j'ai vécue, mais je pense que véritablement, le poids des patients sera vraiment très important si on veut aussi changer les choses plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça va être primordial parce que ce sont les citoyens et finalement, avec les citoyens, je pense qu'on a probablement beaucoup plus de chances d'avoir des leviers pour modifier certaines choses, pour faire prendre conscience aux politiques, ne serait-ce que sur l'importance de la santé respiratoire. Quand on voit que récemment, il y a eu un décret sur la liste des patients vulnérables, où les patients qui ont des maladies respiratoires ne faisaient pas partie de la liste des patients vulnérables, dans un pays comme la France, on s'interroge. Nous, on a fait un communiqué de presse, on a écrit au ministre, il nous a finalement répondu en nous disant qu'il persistait et qu'il signait. Bon, finalement, le Conseil d'État a finalement annulé ce fameux décret en estimant que la liste des patients vulnérables n'avait pas été faite comme il fallait, heureusement. Mais on se dit, dans un contexte de pandémie dans notre pays, estimer que les patients qui ont des maladies respiratoires chroniques ne font pas partie et soient oubliés de la liste des patients vulnérables, on se dit, c'est pas possible. Donc, ça rejoint tout à fait la remarque que tu fais et je pense que la prise en compte et le poids des patients, c'est un élément capital pour demain. Je vois qu'il y a une dame, Emilia Vaïda, qui a posé une question. Je peux peut-être la poser pour elle. Bonjour. Comment est-ce que les enfants avec l'asthme viro-induit réagissent-ils à l'infection COVID? Alors, pour l'instant, quand on n'en a pas vu beaucoup, il y en a eu quelques-uns et on va dire qu'on a plutôt été agréablement surpris en interrogeant que ce soit nos collègues pneumopédiatres ou y compris les collègues réanimateurs pédiatriques pour dire que finalement, il y avait eu très peu de formes graves et ils avaient plutôt bien évolué. Durée d'hospitalisation très courte pour le peu d'entre eux qui ont été hospitalisés et finalement une évolution très favorable. D'accord. J'ai peut-être un dernier commentaire avant de libérer, qu'on passe au mot de la fin. Bon, la SPLF, c'est la plus grande, c'est la première société francophone de pneumologie après l'ERS. Et donc, c'est très important. Comment la recherche en pneumologie a-t-elle réagi en France avec cette histoire de la COVID? Est-ce que c'est parti en peur? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de projets? Puis je pose la question parce que je regarde chez nous au Canada, ça a été une mine d'or, hein? Oui, il y a eu énormément de projets. Il y a eu énormément de projets, beaucoup d'appels d'offres déposés à tous les niveaux, que ce soit auprès de l'Agence nationale pour la recherche, mais également de plein d'organismes. On a vu vraiment voilà, tout le monde et je pense que ça traduit quand même aussi la vitalité, même si elle a ses difficultés, hein, mais de la recherche dans ce contexte-là. Tout le monde a essayé de déposer des projets pour pouvoir être financé et essayer de répondre aux questions qui pouvaient se poser. D'accord. Merci. Tu as dit que tu avais 2 questions. Non, la première question, c'était la dame Vaïda. Je l'ai posée pour elle. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, ça a fait un grand plaisir. On va peut-être s'arrêter là, en te remerciant beaucoup, Chantal, pour ta présentation qui nous a... On avait besoin d'un éclairage sur ce que faisaient les pneumologues. D'accord. Au moins au niveau de la SPLF, parce que on entend beaucoup les réanimateurs, on entend beaucoup les infectiologues, mais il faut aussi qu'on entende des pneumologues, ça me paraît important. Donc, merci beaucoup pour ton C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et puis, donc, l'exposé sera disponible sur le site, sur le site de l'AUF. Si je ne me trompe, il n'y a pas d'autres conférences pandémie qui sont prévues dans l'immédiat. Non, tout à fait. Voir le tableau. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Les prochaines conférences, ce sont des conférences plus spécialisées, plus spécialisées cœur-poumon. Plus pneumologique, oui. Plus pneumo. Voilà. On sera peut-être amené à en caser une autre en fonction des demandes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. Et puis, merci à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci.